l'invitation. Je suis maîtresse de conférence habilitée à diriger les recherches en sciences de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'on va aborder le sport sous un angle différent, cette fois, hein, par le truchement des médias et puis des industries culturelles. Donc, une de mes spécialités, c'est de travailler sur la médiatisation du sport. Et quand j'ai été invitée à cette université d'été, j'ai essayé de réfléchir à comment répondre à la commande. Et j'ai un petit peu tordu le sujet avec l'accord des autres. Et j'ai réorienté plus que sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on appelle la culture de la convergence, le transmédia et le storytelling, qui sont les tendances actuelles en termes de communication. Voilà. Oui, je ne sais pas. Je propose de commencer la présentation. Est-ce que il y a des commentaires? Non, j'ai recadré ma communication hier à l'écoute de mes collègues. Parce que, effectivement, c'est l'intérêt d'intervenir le dernier jour. Je vais me retrouver en situation de redite par rapport à ce qui a pu être évoqué. Donc, j'ai dû faire des petites modifications. Il y a quelqu'un qui peut parler. Alors, ce matin, effectivement, on avait dit le modérateur, ce serait Jean-Claude Savard, et qui, je pense que l'animateur de la table ronde, effectivement, pour faire tourner la parole. Le modérateur vous apporter des générales de journalisme autour des D'accord. C'est peut-être dire simplement lexicologue, c'est l'étude des mots. C'est ça. Parce qu'on ne connaît pas. Hein, oui. Peut-être expliquer comment ça se fait qu'une lexicologue va venir nous parler de sport et de diplomatie, comment vous avez décliné le message du Norbert. Ça m'intéresse. C'est pour ça qu'on va l'écouter avec attention. Non, mais alors lexicologue, parce que c'est ma présentation sur les sites internet de mon laboratoire. Lexicologue, c'est ma formation initiale. Effectivement, au départ, je suis une spécialiste du lexique et plus spécifiquement de la terminologie scientifique. Donc, ça nous emmènerait très loin à l'époque de ma thèse que j'ai faite à Lyon, d'ailleurs. Et petit à petit, je suis passée à l'analyse des discours et petit à petit à l'analyse des discours médiatiques. Et du coup, je me suis intéressée à un terrain spécifique qui est le sport. Et pour être précis, voilà. Vous savez tout. Donc, la définition du soft power, que je ne vais pas revenir dessus parce que Thierry a présenté cette notion, une définition qui remonte aux années 90, une autre manière de faire de la diplomatie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant quand on s'intéresse au discours, parce que c'est quelque chose qui fonctionne autrement que sur la puissance et qui fonctionne sur les théories d'influence. Et en sciences de l'information et de la communication, les théories d'influence, c'est quelque chose qui préoccupe les chercheurs depuis le 19e siècle. Ce n'était pas encore les sciences de l'information et de la communication, mais c'est les racines de notre discipline. Et c'est quelque chose qui, effectivement, qui occupe une grande partie des chercheurs de ma discipline. Donc ça, c'est la définition que j'ai trouvée aussi sur Logifrance. Et le soft power, donc 3 vecteurs majeurs qui sont la culture, les valeurs et les politiques étrangères. Alors, ce qu'on entend par culture, c'est très ambigu, parce que sur Logifrance, on renvoie à l'idée que c'est un ensemble de pratiques et de valeurs qui créent du sens pour la société. Par exemple, je travaille comme Carole sur un sport qui est rugby, qui met en avant, c'est ce qui donne sens à cette pratique, etc. Mais aussi, on peut entendre culture comme haute culture ou culture populaire. Haute culture, par exemple, le soft power français s'appuie sur la haute culture, à savoir la littérature, etc. Ça peut être, pour la Chine, par exemple, ce serait plutôt la culture traditionnelle qui sera à l'origine de ce soft power, notamment avec les instituts Confucius. Et puis, voilà, aujourd'hui, je vais plutôt axer mon travail sur la NBA, donc sur la culture, la soft power américain, qui serait plutôt une culture populaire. Donc, il y a une ambiguïté quand on met en avant la culture comme facteur premier de soft power. Donc,
les chercheurs, les spécialistes s'attachent à voir dans la culture la première source de soft power. Avec des modes opératoires qui sont, alors je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est des choses que je vais abandonner, parce que je ne vais pas avoir le temps de vous en parler, les conduites et dispositifs du premier, les conduites publiques, on peut en reparler plus tard dans les échanges si vous le souhaitez. Et ce qui est important dans l'idée de soft power, c'est que c'est la société civile qui serait l'acteur principal du soft power, ce qui fait la différence avec le hard power qui est le pouvoir, la diplomatie militaire. Et ce qui fait la force d'un soft power, c'est l'idée de contre-culture, d'autocritique, de diversité, de mise en avant des minorités, de pluralisme, en fait. Parce que sinon, ce serait un peu trop facile. Sinon, la Corée du Nord n'aurait pas du tout de mal à faire du soft power. Je renvoie aux discussions d'hier. Donc, les spécialistes s'accordent à dire que le sport, la musique et le cinéma sont au cœur du soft power, c'est-à-dire de l'influence douce que peuvent exercer des pays à l'étranger. Donc, il y a une co-gérance du soft power par les institutions et par la société civile. Alors, je passe de côté la stratégie qatari et la diplomatie américaine. Elles ont été évoquées précédemment dans ces journées. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de parler de la NBA. Tout simplement parce que je vais appuyer cet exposé sur deux thèses. L'une de notre collègue Yann Descamps, qui est chercheur à l'université de Besançon, qui a fait sa thèse sur la NBA il y a un certain nombre d'années, il a une bibliographie, et puis une thèse dont j'ai été dans le jury il y a peu de temps, qui est récente, qui date de l'année dernière, sur les industries culturelles. Alors, pourquoi la NBA est un sujet intéressant au regard des enjeux de ces journées? C'est parce que la NBA, c'est une marque qui a un rayonnement international, qui est vraiment dans une conquête mondiale du marché de consommateurs, et parce qu'au regard des trois vecteurs de soft power que j'ai évoqués, elle se positionne sur ces trois vecteurs. Alors bien sûr, la NBA, c'est une marque sportive, mais la NBA, on va voir, développe aussi un certain nombre de produits dérivés qui sont le cinéma. Voilà, vous avez peut-être vu Space Jam ou autre. Les joueurs de la NBA ont aussi des carrières cinématographiques. Et puis aussi, il y a tous des enjeux autour de la musique, parce que cette culture basketballistique est une culture globale avec des références musicales, notamment sur les jeux vidéo, genre NBA 2K. Dans la dernière version, vous avez également des playlists. C'est un univers culturel au sens complet, ce qui facilite l'exportation de cette marque à travers le monde, et à travers cette marque, bien sûr, le mode de vie américain. Puisqu'on ne perd pas de vue, c'est l'idée du soft power. Donc, rapidement, l'historique de la mondialisation du basketball américain. Je renvoie aux travaux de Sébastien Larbon, le YMCA. Ensuite, la présence des soldats américains sur le sol européen. Et puis, avec la chute du mur, bien sûr, l'internationalisation basée sur l'ouverture au marché des joueurs, la vente du rêve américain et le rôle des médias. Et je renvoie aux travaux de mes collègues de Besançon, Christian Vivier et Bruce Monnier, sur le rôle des médias dans la diffusion du modèle NBA en Europe et en France. Donc, cette internationalisation, elle passe par un recrutement international des joueurs de basket et des événements. Des événements comme le All-Star Weekend. Alors, j'en décris les éléments sur la slide, qui n'a pas spécialement d'intérêt, on va dire, sportif, mais qui est vraiment, si vous voulez, un événement communicationnel qui est susceptible d'attirer un grand public. Donc, la NBA, c'est aussi la diffusion en Afrique. Il y a un travail depuis plus de 10 ans pour l'implantation de la NBA en Afrique.
avec un rôle important de Michael Jordan. La NBA, c'est aussi une star mondialement connue, puisque l'objectif de la NBA, c'est de devenir aussi important que la FIFA en Afrique. Donc, quelques chiffres pour vous montrer l'importance de cette marque. Donc, comme je sais que les slides vont être diffusés là-dessus, vous aurez les chiffres. Avec et puis, pour le point, si vous voulez, c'est que si on compare à la NFL, qui est donc l'association de football américain, qui est extrêmement puissante sur les territoires américains, par contre est un nain à l'international, même s'il y a des tentatives de gagner du terrain et des parts de marché à l'étranger, et notamment en France, la NBA est un géant à l'étranger. Pourquoi? Tout simplement pour des questions structurelles, c'est-à-dire que le football américain, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Les formats ne sont absolument pas les mêmes, et c'est ce qui facilite l'exportation de cette ligue et de cette marque à l'étranger, c'est parce que c'est assez facile à comprendre et assez contrairement au football américain. Ce sont deux sports qui sont représentatifs de l'American Way of Life et de cette américanité, donc ils sont porteurs de soft power. La différence, c'est que là, voilà, on a un format qui est accessible. Donc, on est sur une mondialisation économique et culturelle, on est sur une idéalisation de la société américaine. Donc, je vais donc maintenant développer l'un des outils aussi de ce soft power et de cette diffusion mondiale, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est l'art de raconter des histoires, comment on transforme les choses en récits évocateurs, comment on met en scène un message. C'est une forme de technique narrative, c'est des méthodes, c'est des pratiques. C'est aussi une manière de tourner les discours et de mise en avant des histoires personnelles. Donc, par exemple, voilà, l'esprit de la NBA, donc on laisse sous-entendre un certain nombre de choses derrière. C'est le dernier accord entre NC et la NBA, qui a supplanté Jack Daniels. C'est la première fois que ce n'est pas un sponsor américain. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que ça fait partie des choses que j'ai décidé de supprimer. Sur ces valeurs, si vous voulez, le principe du storytelling, c'est qu'on utilise des valeurs, on les transforme en récits. Et les joueurs deviennent des personnages, donc characters en anglais. Characters au sens de personnage, c'est ce que ça veut dire en anglais, un personnage, mais aussi characters au sens moral. Et ici, là, vous avez un certain nombre des valeurs américaines, donc voilà, que vous connaissez ou qui transpirent, notamment à travers les séries américaines, choses qui sont souvent mises en avant. Et dans ces valeurs, donc mon collègue Élise Marianne Stas a dénombré celles qui sont réexploitées par la NBA. C'est la destinée manifeste. Donc la frontière, vous savez, cette frontière là qu'on voit dans le western, repousser toujours la frontière, ce qui avait été utilisé par Kennedy dans ses discours. Mais là, c'est la recherche du progrès et de la réinvention. Et comment se réinventer en permanence, c'est-à-dire vous êtes un joueur de basketball, vous avez été au top, vous tombez, mais vous vous relevez, typiquement la Team USA, qui était la Dream Team, qui a une série de contre-performances et qui s'est réinventée en Redeem Team, c'est-à-dire voilà, celle qui se réinvente et qui qui a surmonté les épreuves. Le rêve américain, bien sûr, celui du self-made man, l'American Dream, et justement ces joueurs étrangers qui viennent jouer sur le marché américain et qui s'accomplissent dans une destinée professionnelle. Et c'est pas une légende. Moi, j'ai des étudiants, effectivement, qui sont passés par le système des universités pour essayer de rentrer sur le marché primaire. Donc, dans ces personnages, bien sûr, Jordan, on voit dans Space Jam, c'est-à-dire vraiment en faire un personnage, y compris de cartoon, mais aussi utiliser l'histoire personnelle. Reprendre ces motifs narratifs de la personne qui a surmonté des valeurs, etc., comme
match, Michael Jordan donc renvoie à son père, la mort de son père, etc. On utilise les anecdotes personnelles, y compris les chutes de ces personnages, montrant qu'il y a cette idée de rédemption qui est très très présente dans la culture américaine. Plus récemment, LeBron James, que vous voyez qui a joué dans le Space Jam 2. Donc, on est quasiment dans une fictionnalisation de ces athlètes. Est-ce que l'on en fait des bons produits susceptibles d'être, on va dire, des produits pour les industries culturelles? Et puis des histoires derrière. Et ça occupe ces histoires. Vous avez beaucoup de sites internet, de blogs et autres qui, là j'ai fait une capture d'écran, NBA Storytelling, qui détient ces histoires, ces anecdotes, ces récits autour de la NBA et de ces personnages. Et ce ne sont pas forcément des sites américains. Moi, j'ai français, etc. Et c'est ça aussi qui fait le soft power, c'est-à-dire des individus, leurs épreuves, les histoires qu'ils traversent et comment on raconte. Ce ne sont pas que des exploits sportifs, ce sont des histoires qui accompagnent ces exploits. Alors, la NBA, c'est aussi une culture, la culture des sneakers. Site dédié au basket. Je vous renvoie au cinéaste Spike Lee, qui a une collection impressionnante de basket. Et puis, c'est aussi une culture d'accompagnement, NBA rappeur. Donc voilà, vous avez Eminem qui vient sur le parquet. Donc, c'est aussi une réinvention de la NBA à un moment où il fallait qu'elle se retrouve un nouveau souffle après cette grande période liée à l'opposition. Des grandes stars comme Magic de position Johnson, Jordan, comment se réinventer. Donc, il y a par exemple la période du Gangsta Bowl, comment vendre la NBA autrement sur un autre public, gagner d'autres marchés, donc avec cette street credibility. Et là, c'est là le moment où la NBA a aussi percé en France et on voit l'importance de la NBA et de cette culture basketballistique, notamment dans le rap français. Et puis, c'est aussi beaucoup de produits dérivés. Et ça fait partie aussi du soft power, c'est-à-dire, ok, c'est une industrie culturelle, ce qu'on entend par là, c'est-à-dire la vente d'une culture qui est générée de manière industrielle, métaphorique, quand on dit industrie culturelle, c'est une théorie d'école de Francfort. Et derrière tout ça, c'est effectivement une vente de produits dérivés. Qui rapporte quand même pas mal d'argent. Ces produits dérivés, ça fait partie du complexe médiasport. Qu'est-ce que c'est que le complexe médiasport? Les grandes compétitions sportives n'existent que parce qu'il fallait vendre du papier. Les historiens du sport le savent. Les grandes compétitions sportives, notamment le Tour de France ou autre, c'était pour remplir les pages des journaux. Et donc, le sport compétitif existe aussi grâce aux médias. C'est une réalité. Et donc, ce complexe médiasport, c'est loin, c'est-à-dire que la NBA, les matchs aussi, sont vendus sous forme de DVD. C'est aussi donc on pousse l'idée du complexe médiasport au-delà du direct ou des meilleurs moments sportifs. C'est aussi des fictions, Above the Rim. C'est aussi des dessins animés. Moi, quand j'étais petite, je regardais les Harlem Globetrotters en dessin animé. Alors là, c'est le dessin animé de Kobe Bryant, mais là qui est plutôt justement Dear Basketball, consacré à son amour du basketball pour gagner des jeunes publics. C'est aussi, comme ici, Hoop Dreams, des documentaires. Et bien sûr, ce qui rapporte énormément, c'est des jeux vidéo. C'est des jeux vidéo c'est NBA 2K, c'est le pays dans lequel elle a été le plus vendue, c'est en Chine. Donc, quand on parle de soft power, vous vendez le mode de vie américain à travers ce jeu vidéo. Et
Donc, ça démultiplie les possibilités de soft power, vous imaginez bien. Je vais avancer, je reviendrai sur les points si vous voulez qu'on précise, ce qui nous amène à ce qu'on appelle la culture de la convergence. Donc, c'est où presse, télévision, film, dessin animé et jeux vidéo se retrouvent dans un même complexe. La notion de convergence, c'est une notion de Jenkins qui dit qu'à l'heure actuelle, donc, vous avez un développement, ce qu'on appelle le transmedia storytelling, c'est-à-dire que vous avez une convergence des industries médiatiques sur différents supports, pour faire très vite. Et c'est ce qui nous amène à avoir des hybridations. Vous voyez ici Game of Thrones, qui renvoie bien sûr à la série Game of Thrones, y compris convergence des imaginaires. C'est un dessin animé qui reprend les codes de Game of Thrones pour raconter les petites histoires de la NBA. Comme dit Converger, de toute façon, le sport, parler du football en disant que c'est éminemment discutable, le basket également, et le rugby. C'est encore, je crois, encore plus disproportionné sur les discussions autour des petites histoires. Donc, cette culture de la convergence, elle est aussi alimentée par ce qu'on appelle la culture fan, qui a été démultipliée avec le Web 2. Puisque la culture fan, qui existe à travers une nouvelle plateforme sociale, et cette culture fan se réapproprie les discours. Donc, on est dans une culture de la participation avec le Web 2 et de la collaboration, et avec une interaction justement entre les institutions et les fans. Donc, ce qui me renvoie à cette co-gestion du soft power par la société civile et par les institutions. Et pour savoir, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des NFT, c'est-à-dire les non-fungible tokens, ces œuvres d'art numériques qui se vendent des millions de bitcoins, etc. Les premières NFT, c'était des highlights de NBA. Ce qu'on appelle les highlights, c'est les top 10, c'est les top 10, c'est-à-dire les 10 meilleurs dunks de la saison, ou les 10 meilleurs dunks de LeBron James, etc. Et dans les premiers highlights, vous aviez des NFT, des compilations de la NBA, et qui se vendaient relativement cher. Les highlights les plus vus sur les réseaux comme YouTube, ce ne sont pas des highlights produits par la NBA. Bien sûr, la NBA, les clubs, effectivement, font ces compilations des meilleurs moments de match. Mais les fans le font aussi. Et souvent, d'après ce que disait Théo Girardin dans sa thèse, les highlights qui ont été les plus visionnés, ce ne sont pas ceux produits par la NBA, ce ne sont pas ceux produits par les clubs, ce sont ceux produits par les fans. Donc, cette culture fan, donne une nouvelle visibilité, au public et démultiplie, si vous voulez, les possibilités de soft power hors des grandes organisations par réticulation et par percolation. Donc, ce sont des communautés qui sont organisées et actives dans tous les pays. Une communauté NBA en France qui est très, très active et donc qui est extrêmement présente. Voilà. Alors, je ne sais pas, je crois que je suis au bout du temps, donc je vais passer à la conclusion, parce que je ne suis pas du tout regardé ma montre. Donc, moi, je vais. Peu importe le temps. Comme hier, on a dit qu'il fallait respecter le temps. Il faut surtout qu'on comprenne bien tout, justement. C'est très important. Voilà. Donc, je vais revenir alors sur la conclusion. Moi, je ne vais pas citer Pascal Boniface, je distingue tout. Donc, je vais citer Carole Gomez. Et donc, c'est une solidarité féminine. Mais la plus, elle est là, elle. Donc, pour dire la complexité du soft power, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. La complexité de cette gestion du soft power, je renvoie à un exemple. Si je cite Carole, c'est un exemple qu'elle évoque dans un article sur les relations sino-américaines. On est sur une ligue qui reprend les valeurs de l'American Dream, et du self-made man, les valeurs américaines. On est sur une ligue qui, elle exporte ses idéaux civiques. Mais le problème de la NBA, c'est l'équilibre entre la diplomatie et l'économie.
Donc, il y a eu un tweet du directeur général, manager général, je ne sais plus, des Houston Rockets, en soutien à Hong Kong. En accord avec la politique américaine, bien entendu, qui soutenait les résistants hongkongais à la politique chinoise. La conséquence de ce tweet du DG des Houston Rockets, ça a été la fin de la diffusion des matchs de NBA sur CCTV. Donc ça s'est soldé en des pertes énormes, 200 millions de dollars, c'est ça, si j'ai bonne mémoire. Donc, le manager, le DG des Houston Rockets a été obligé de présenter ses excuses. Et ce que l'on voit à la limite, parce qu'il y a plus de spectateurs, en fait, de la NBA en Chine qu'aux États-Unis. Puis la taille de la Chine, ces choses peuvent s'expliquer aussi. Donc, si vous voulez, cette idée, cette exportation du mode de vie américain, cette idée de soft power, on voit que déjà, ça c'est aussi une difficulté des clubs et des ligues, c'est la dépendance à l'égard des médias. Ça, on l'a bien vu pendant la crise de la Covid. Et du coup, la NBA est devenue une forme de géant au pied d'argile, parce qu'elle est fragilisée par sa propre globalisation. Et donc, la Chine, justement, a utilisé le soft power américain contre lui-même, c'est-à-dire qu'elle a utilisé le sport pour faire face à l'ingérence des USA. Ce qui est quand même intéressant. Comment il y a eu un retournement de cette arme d'influence. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est, de fait, extrêmement ambivalent. Donc, voilà. Ça veut dire ce retournement. C'est pas si fort que ça, le soft power, parce que les Chinois, ils considéraient que l'invasion de la NBA, c'est pas avec ça que les Américains allaient gagner la Chine. C'est-à-dire que c'est pas si fort que ça comme soft power. Non, non, je pense que c'est pas ça. Alors après, je laisse plutôt la parole à Carole, parce que c'est une anecdote que j'emprunte à un de ses articles, donc elle sera beaucoup plus compétente que moi sur la diplomatie. Mais je pense que c'est pas exactement ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carole, mais oui, on peut. On a droit à quelques questions et tout. Parce que ce que je vous propose qu'on fasse, effectivement, on vient d'avoir un exposé, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a des questions qui se posent. Il faut maintenant qu'on pose des questions sur cet exposé. Après, on écoutera Jean-François qui va nous parler tout à fait d'autre chose. On aura des questions aussi là-dessus. Et puis après, on aura un débat pour dire à la fin, ça sera ça. Qu'est-ce qu'on va retirer de ces 3 journées? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est. Voilà, Et là, je crois que ça pose pas de questions. Ce que vous venez de nous dire, c'est intéressant. Alors, d'abord, je voudrais remercier Valérie. C'était vraiment très éclairant et qui nous fait découvrir effectivement quelque chose que je voyais bien, effectivement, qu'il y avait des influences, mais je n'avais pas du tout la notion de Chine. On parle que d'économie et de tout ça. J'avais une première question, effectivement, on voit émerger une vague de fond dans le sport. Bon, moi, je suis un peu éloigné de ça, effectivement, c'est le sport. Et je voulais savoir, est-ce que c'est l'émergence des vidéos et tout ça qui fait émerger le sport? Et est-ce que ça a un lien aussi? Maintenant, on fait des compétitions de jeux vidéo. Souvent, les gens s'attribuent déjà ce là. Enfin, je ne le connais pas bien, et on voit. Et c'est vraiment quelque chose d'important. On envisage que ça devienne une discipline olympique. Il y a des compétitions très importantes qui se font. Il y a des champions, il y a déjà des professionnalismes aussi qui sont en place. Et je suis en train de relier ça avec ce que vous pouvez dire. Alors là, je ne parle pas tout à fait de l'e-sport, je parle surtout des industries culturelles, cette diffusion massive et notamment des franchises de jeux vidéo qui sont aussi un moyen de soft power et de diffusion de valeurs américaines dans le monde. Alors l'e-sport, c'est encore autre chose, sachant qu'effectivement, l'Asie est très, très prégnante dans le e-sport et ils sont en position dominante.
Alors, effectivement, là, les supports du sport, ce sont des jeux vidéo, mais ce sont des jeux vidéo dédiés, et c'est quelque chose qui devient extrêmement important. Effectivement, on est sur un travail de légitimation depuis une dizaine d'années de cette pratique comme une pratique sportive, qui en est une tout autant que peut être la Formule 1, c'est-à-dire que jouer au e-sport, être joueur de e-sport, c'est être extrêmement concentré, c'est être extrêmement réactif, extrêmement vigilant, et puis ce sont des jeux ce sont des parties qui peuvent être très longues. Hein. On pense à la longueur des matchs à Roland-Garros. Il y a des parties de e-sport qui sont extrêmement longues. Donc, oui, c'est quelque chose qui est clairement en train de gagner. Alors, après, placer le e-sport dans la diplomatie de soft power, honnêtement, j'en suis incapable. Je suis incapable de faire. Il y a même des formations en master. Il y a un master, un collègue à Rennes qui a fait une formation, qui a en place des masters sur le e-sport. Il y avait Carole. Il y a aussi une formation Je vais te passer le micro. en boucle qui a été développée. Ah oui? Pour essayer de mieux comprendre les enjeux du sport, de quoi est-ce qu'on parle, quels sont les différents dérivés, etc. Et pour répondre à la précédente question, pas pour répondre, pour donner des éléments de compréhension, en termes de diplomatie sportive, la Corée du Sud, il y a une très grosse industrie de l'e-sport, a commencé à vraiment insister sur le sujet, se revendique comme étant une nation très forte dans l'e-sport. Il y a parmi les plus grands champions, ce sont des Sud-Coréens qui sont extrêmement présents. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne voit pas forcément. La Corée du Sud a commencé à s'imposer sur le sujet. Et on a vu apparaître très rapidement de nouveaux acteurs, évidemment les États-Unis avec un rapport considérable, mais aussi la Chine. Et à ce titre, il n'est pas du tout anecdotique de voir que Alibaba et AliSport est devenu un financeur officiel et un sponsor officiel du CIO, et notamment qui investit beaucoup dans les Jeux olympiques de la jeunesse. Parce que l'idée, c'est de faire rentrer le e-sport dans le programme des Jeux olympiques de la jeunesse comme étant un espèce de laboratoire. Les Jeux olympiques de la jeunesse qui sont conçus comme un laboratoire en activité pour ensuite passer aux Jeux. Donc le fait de voir la Chine, Alibaba qui est dans le groupe chinois, le fait de voir la Chine investir aussi massivement sur le sujet, c'est aussi intéressant. Donc il y a aussi des diplomaties sportives qui sont là. C'est impossible qu'on voit de plus en plus se développer des diplomaties sportives focus sur le sport. Là aussi, ça va être une autre forme d'apprentissage. Merci. C'est vrai, c'est intéressant. Et puis, il y a plusieurs responsables de clubs sportifs ici dans l'Assemblée. Et on sent une poussée de la jeunesse qui réclame effectivement de mettre en place ce type d'activité. Et on est, parce qu'on a les cheveux blancs, un peu mal à l'aise avec ça. Justement, par rapport au e-sport, mon laboratoire, j'ai un doctorant qui débute une thèse sur e-sport et ses activités de la voisin. Déjà, la première chose par rapport au e-sport, c'est d'abord une licence. Et aujourd'hui, le comité international olympique est confronté à ce problème de licence, puisque ça appartient à les grandes industries privées, et le CIO ne peut pas justement l'utiliser, à moins d'un accord financier important, et pour l'instant, il ne monte pas. Donc, c'est pour ça que NBA, par exemple, qui est le gros jeu vidéo sur la NBA, est inexploitable par exemple le CIO et les années futures. Et d'autres projets. Une première question, c'était sur l'influence culturelle, notamment donc, par l'arrivée de nouveaux joueurs tels que Allen Iverson qui a bouleversé par exemple la NBA dans les années 90. Et avec toute cette mode qu'il a amenée avec notamment donc, un petit peu avec séminaire, etc. sur ma génération, étant à l'aise, avec le baggy, le survêt, et ce qui a entraîné par exemple le dress code. Je vais quand même mettre les références. Voilà. Avec un dress code très très strict, hein, c'est-à-dire l'interaction. En fait, on s'aperçoit que la NBA a été complètement dépassée par ça. Déjà, est-ce que le soft power finalement qu'a instauré la NBA n'est pas être adapté finalement à un contexte? La première question. La deuxième, c'est plutôt sur aujourd'hui l'influence du jeu à 3
On voit par exemple que c'est une discipline olympique qui a été démonstration au dernier JO et qui a formidablement donc, eu un impact sur le basket à 3 et notamment le développement du basket. Et finalement, c'est pour ça que la NBA met en avant aussi le jeu masculin, ce sont les femmes, et notamment la WNBA. C'est des mascottes. Ah oui, au-delà de mascotte, mais justement, je voudrais voir cette influence, parce qu'on ne voit pas du tout l'influence du soft power de la WNBA. Est-ce que c'est un enjeu de la basket à 3? Alors, sur ce que Yann, renvoyé sur sa thèse, c'est bon. Après, justement, c'est ce que je disais au début, le soft power, ça fonctionne si on montre qu'il y a pluralisme, etc. Et notamment, ce qui est intéressant, par exemple, quand tu vois après la chute du mur, les Américains diffusaient Public Enemy, Fight the Power, alors que tu n'as pas plus anti-État, enfin en tout cas anti-pouvoir justement que Public Enemy. C'est aussi le fonctionnement de la culture américaine, qui a une capacité à réingurgiter la contre-culture pour l'intégrer dans ses valeurs, dans l'American Way of Life et justement et la réutiliser à son propre chef. Donc, le Public Enemy a quand même fait le clip de campagne des derniers JO en sport. Les yeux m'en sont tombés. Je savais que je manger aussi. Donc, ça, c'est normal. C'est d'une part, alors pour répondre en 2 temps à ta question, la capacité, on va dire, puisque la NBA c'est une marque, c'est une industrie, etc., qu'a l'industrie américaine de se réapproprier la contre-culture pour en faire justement la digérer et en faire un élément de sa propre culture et d'en faire un élément monétisable. Et dans un deuxième temps, en termes de soft power, un soft power ne fonctionne que si on montre qu'il y a pluralisme. Sinon, c'est de la propagande, qui n'est pas tout à fait la même chose. Après, pour répondre sur le jeu à 3, c'est un peu ce que. Alors, moi, je vais te répondre sur le rugby, plus en rugby qu'en basket. Après, c'est des percolations, si tu veux, c'est des percolations. Il faut du temps. Je pense qu'il faut un temps pour l'intégration, justement, de ces tendances émergentes. C'est avec le Seven en rugby, c'est-à-dire il y a eu quand même un delta entre le moment où le Seven s'est pratiqué et le moment où le Seven était devenu un instrument de soft power notamment. Il y a toujours quand même un temps de latence pour cette réappropriation. Je trouve voilà, parce que c'est pas du jeu. Parce que c'est pas sérieux. T'as vu la preuve, les dragons catalans, excuse-moi, mais. Parce qu'il n'y a pas de mêlée, et c'est quand même plus intéressant. Ça n'empêche pas la domination du bébé. On en parlera à la pause. Non, mais c'est vrai, alors pour le rugby, pourtant le jeu à 13 favorise le jeu, alors que le rugby à 15, c'est politique. C'est politique, c'est historique. Ça a été très bien montré par toi. C'est pas l'époque sauf à l'époque des Canberra-Véro, il y avait le 15. Non, mais en fait, oui. C'est essentiellement une promotion pour les 3 points, une promotion des femmes, alors que la WNBA, par exemple, c'est anecdotique. On sait à quel moment les phases finales italiennes assez ici en termes de programme, championnat de référence femmes à l'échelle mondiale. Oui, et je crois que c'est les finales. Et je crois que tu peux le replacer dans le système des sports. Globalement, il a place des femmes dans le système des sports. Regarde le temps qu'ont mis les footballeuses à émerger. On est à Lyon, quand même, où les féminines de l'OL, une grande équipe. Le temps d'émergence et de légitimation et de crédibilisation des sportifs de haut niveau est quand même extrêmement long et c'est pas encore gagné. Moi, j'ai une étudiante qui travaille là-dessus et puis deuxième année. Il y a l'exemple du monde. Voilà, mais dès que c'est pas une question, c'est une réaction un peu d'ailleurs à contre-temps sur le e-sport et plus généralement sur toute l'industrie
autour du score. Moi, je suis quand même très gêné, à titre personnel. Bon, moi, j'ai quand même cru comprendre que le gros sujet aujourd'hui, c'est quand même le sport santé, c'est l'inactivité, la sédentarité, et ce que certains députés, Juanico et d'autres encore, ont rappelé il y a tout récemment le désastre sanitaire qui s'annonce. Et le vrai défi, quand même, aujourd'hui, c'est de tenter d'arracher les jeunes des écrans qui les captivent de plus en plus et de les réorienter, si ce n'est vers les stades, au moins vers une activité physique quotidienne suffisante aux yeux des normes de l'OMS. Et voilà le vrai problème. Et alors, le e-sport, dont on nous parle beaucoup, à mon avis, il prend complètement le contre-pied de cette orientation qu'on voudrait tenter de développer. C'est quand même, enfin, sauf erreur de ma part, une activité sédentaire, même si elle peut être excitante et mobilisante. Donc voilà, et là, on voit bien qu'à côté du discours de santé publique, d'intérêt public, il y a les stratégies de firmes, de sociétés, etc., qui vont apporter. Si vous voulez. Donc, voilà, c'est une réaction un petit peu peut-être rétrograde, en tout cas personnelle, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas certains qui l'appartiennent. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus, mais ce que je voudrais, c'est rapporter un échange que j'ai eu hier soir à table avec Laurence Fissière sur ce sujet où je m'inquiétais effectivement de ce truc-là. Mais on se rend compte que dès qu'ils veulent être performants en e-sport, ben, ils sont obligés de quitter les écrans et puis de soigner leurs conditions physiques pour arriver à la concentration suffisante. Et c'est vrai qu'on sent chez les jeunes, on fait des accueils de mineurs. On fait un accueil de mineurs et effectivement, on sent une poussée de ça. Et je pense une des solutions qu'on propose actuellement, enfin qu'on n'a pas mis en place parce qu'on réfléchit à la forme qui soit optimale, c'est d'alterner effectivement des temps de travail en écran et des temps de préparation physique. Parce que, enfin, bon, c'est peut-être les cheveux blancs, mais je partage effectivement un petit peu ce point de vue. C'est comme ça, moi je préfère parler en tant que journaliste plutôt que modérateur. Je vais représenter le JS7, mais j'ai effectivement beaucoup de choses à vous dire en tant que journaliste. Parler et pourquoi les femmes, on ne les met pas en valeur dans le sport, pourquoi ça ne marche pas, et pourquoi le e-sport, ce serait un scandale. Donc, Norbert, je partage complètement ton point de vue, et Valérie l'a expliqué. On ne peut pas être champion de e-sport si on n'est pas un sportif accompli comme le sont les pilotes de Formule 1. Les pilotes de Formule 1, on a bien expliqué dans les médias que ce sont des champions. C'est des mecs qui ne se contentent pas d'être derrière leur volant, qui sont obligés de faire du sport pour entretenir leurs conditions physiques. Le e-sport, pourquoi vous avez ce regard, pas méprisant, mais on a un rejet. Moi aussi, j'ai envie d'avoir du rejet sur le e-sport. J'ai jamais joué à la Game Boy. J'ai pas envie de me mettre. Moi, j'ai besoin d'un bouquin pour lire. Je ne peux pas lire sur mon machin comme ça. Je ne peux pas jouer au Tetris ou à ces trucs-là. Ça m'énerve. Il n'empêche que, et Valérie l'a bien expliqué, si on est champion de e-sport, on doit être un sportif accompli. Et pour que les gamins, alors on est en train de parler du milieu professionnel, les gamins qui jouent comme ça, c'est clair, qui sont avec le popcorn comme s'ils regardaient la télé et ils vont gonfler, ils vont bouffer leur saloperie de McDonald's avec la culture américaine, on va apporter tout ça. Le contre-feu, c'est quoi? C'est les médias. Si dans les médias, on explique que pour être un champion de e-sport, on doit être un sportif, les mecs qui vont se mettre à e-sport pour être meilleurs, y compris pour des loisirs, ils vont faire du sport. Mais si on ne l'explique pas, eh ben, ils ne feront pas de sport et effectivement, ils vont gonfler, manger leur popcorn, ils vont avoir l'impression d'avoir accompli leur tâche. Et j'en reviens maintenant au propos des femmes. C'est quoi les femmes? Pourquoi les femmes, on n'en parle pas? Pourquoi? Ben parce que les médias n'en parlent pas. À partir du moment où on décide d'en parler, eh ben, elles existent. Or, on l'a bien compris, et Valérie l'a rappelé, le sport sans les journalistes n'existe pas. C'est les journalistes qui ont inventé le sport, pas pour mettre en valeur le sport, mais pour gagner du papier. On a mis autrefois dans la Grèce antique, on parlait des exploits des sportifs parce qu'il y avait Homère, parce qu'il y avait, enfin, il y avait tous les, il y avait une littérature sur les exploits sportifs que personne ne voyait. On expliquait partout dans la Grèce antique
qu'à ce moment-là, on faisait une trêve, et puis qu'on avait des champions, et on glorifiait le champion. Et c'est une autre façon de glorifier le gars qui tuait tout le monde dans la guerre de Troie. On glorifiait un mec qui gagnait son marathon, Et ça, c'est le pouvoir des médias. À partir du moment où les médias décident ça marche. Et maintenant, je vais vous donner mon exemple à titre personnel. Moi, j'ai conscience de ce pouvoir des médias. Je me suis toujours dit, faut arrêter les conneries de dire on est journaliste, on dit la vérité d'une façon exhaustive et désintéressée. C'est pas une connerie, c'est ce que j'ai toujours expliqué à mes étudiants en école de journalisme. Bien sûr qu'on fait ça. On a ses propres idées, on a son propre regard. On est le chercheur qui, en regardant l'atome, en modifie la structure. Il faut aussi en être conscient. Donc moi, j'ai conscience de ce que je fais. Je vous ai expliqué le premier jour que j'avais pris conscience qu'être journaliste de sport, c'était être militant. C'est-à-dire, c'était développer les valeurs qui méritent d'être développées au regard de mes valeurs. Je l'ai fait d'une façon scientifique. J'ai dit, c'est quoi? Est-ce que j'ai envie de tuer mon prochain? Est-ce que j'ai envie d'écraser les mecs? Est-ce que non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Donc maintenant, je reviens aux femmes. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les femmes en valeur? Ben, on en parle. Alors, je vais vous dire, j'ai été le premier journaliste à faire un article sur Jean-Michel Aulas, c'était dans l'IB, il y a 30 ou 35 ans, je ne sais plus, avant même qu'il se décide à prendre l'Olympique Lyonnais, c'est quand Bernard Tapie avait dit, je tenais un mec à Lyon, machin. Et moi, tout de suite, l'IB me dit, bah, toi, t'es Lyonnais, va me faire un papier sur ce mec, qui c'est ce mec? Voilà. Hein? Oui, voilà. Va voir ce mec. Ce mec, je suis allé le voir, on a discuté, et j'étais avec Claude Chevalier, c'était pas le premier, on était deux avec Claude Chevalier. J'ai appelé mon copain Claude Chevalier, qui était le correspondant de l'équipe. Ici, on est allé voir Aulas. Et dans cette discussion, qu'est-ce qu'on s'est dit? Aulas a dit, je veux prendre le club en main et je veux gagner la Ligue des Champions. Monsieur Aulas, ça va vous prendre combien de temps pour gagner la Ligue des Champions, alors que vous êtes là, vous êtes en deuxième division. À l'époque, c'était en deuxième division. Et moi, pardon, ce que je lui ai dit, monsieur Aulas, mais alors, c'était pas Ligue des Champions, c'était champion de France. Excusez-moi. Autant pour moi, c'était champion de France. Non, mais après, je l'ai revu 15 ans après, où je vais parler de la Ligue des Champions. Champion de France, comment? Ben, c'est très simple, monsieur Aulas. Vous avez combien de pognon? Eh ben, vous mettez, je ne sais plus, en prendre l'époque. Vous avez une équipe de filles et vous êtes champion de France tout de suite. Voilà. Non, mais. Pardon, mais je sais le pouvoir des médias. Si on décide ce jour-là de mettre en valeur Aulas qui va développer les filles, eh ben, il y a un modèle, et ce jour-là. On est bien convaincu du pouvoir des médias. Ça, mais je voudrais revenir au sujet un petit peu, si tu veux, du e-sport. C'est vrai que c'était la NBA, c'était le soft power. C'est comment le soft power, marcher avec les médias. Et si tu ne marches pas avec les médias, le sport, tu ne développes pas. Et ton idée de soft power, si tu n'as pas les médias qui t'accompagnent, ton soft power, il ne marche pas. Non, mais. Donc les femmes, ce n'est pas compliqué. Il faut un mec qui soit impliqué, qui a envie de le faire. C'est une question personnelle. Et donc, il faut que tu aies un mec, un investisseur, un truc qui se dise c'est mon intérêt, c'est ce que je vais faire. Et là, c'est ce qu'il a compris. Il a été champion de France, il a été champion, il s'est sauvé plein de trucs. Et par là, il fait avancer les choses. Hein. Tarek, tu as une question aussi sur la présentation. J'entends bien que les sports, les gens pèsent ou mangent des coups forts, les médias devraient s'intéresser. C'est le sport, les athlètes. Parce que c'est comme le football, vous allez regarder là, vous allez avoir un sur la tête, ceux qui vivent dessus, les gens qui ne sont pas uniformes pour le sport, les vrais athlètes dans les clubs, comme ça du sport, et les médias ne sont jamais intéressés au sport, si. Et le e-sport a créé ce média, hein. Ils sont sur Twitch, ils ont leur média à eux, ils ont levé il n'y a pas longtemps au cancer 5 millions d'euros en 2 heures, ils n'ont pas besoin des médias. Parce que les médias ne sont jamais intéressés à eux au départ, mais ce sont vraiment des athlètes. Et moi, j'ai jamais vu à la télé un athlète de e-sport qui est grand, obèse ou un truc comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas, mais les athlètes de e-sport, ils ont tout de suite compris que la préparation mentale, préparation physique, la coordination des mouvements et toutes les APS qui existent, ils les ont incorporés dans leur sport. C'est pour ça que le CIO s'en intéresse, parce que c'est réellement un sport, c'est vecteur de. Je ne sais plus combien de pratiquants, mais je crois qu'en France, on doit être 7 millions de pratiquants de e-sport.
D'abord, tout le monde joue dans le train avec son téléphone. Voilà. Je veux juste dire que le sport, c'est pas le sport vidéo. Oui, Oui, pas que. Voilà. D'accord. Voilà. Messieurs, intéressez-vous, et le e-sport, c'est pas le sport vidéo. Pas pareil. C'est pas le jeu vidéo, pas pareil. Dans votre remarque, en disant intéressez-vous, on s'intéressera si les médias l'expliquent ça. Alors jusqu'à présent, et vous avez raison, les médias ne l'ont pas expliqué. C'est tout. Et à partir du moment où on va expliquer ça, on aura compris ce que c'est. Et donc, peut-être le e-sport, il a peut-être besoin, de se faire accompagner. Parce qu'a priori, effectivement, on n'en veut pas. Là, c'est pas du sport. Ils ont leur marché, leur économie de marché. Aujourd'hui, c'est même les clubs de sport pro, l'OL, qui veulent aller essayer d'intégrer les sports pour avoir leur team, des grosses teams avec la Ligue qui sont plus puissantes que certains clubs de sport de Ligue 1. Vous favorisez, on est en train de retranscrire aujourd'hui le groupe avancé qui retranscrit ce qu'on va. Pour l'instant, donc toute une rubrique qui retransmet ces compétitions de sport. Et on a toute la préparation aussi des athlètes avec des références, comme voilà, la sport du sport. C'est très pédagogique. Très pédagogique. Peut-être j'ai le micro, juste un petit clin d'œil à Colin, pour vous remercier d'avoir lancé l'université sportive de 2022. On va parler sport et santé. Donc, merci de cette bande-annonce. Et alors, si je peux, je voudrais, pour compléter ce qui vient d'être dit, est-ce que justement, ce n'est pas un peu les clubs universitaires de faire en sorte que ce e-sport, ça ne reste pas qu'un truc de pognon? On a des champions qui font croire à des gamins qui vont couper du popcorn devant leur écran, qui sont des sportifs. Est-ce que ce n'est pas au club universitaire de le prendre en compte et de se dire que c'est une évolution inéluctable? C'est ça que les gamins ont envie de faire maintenant et qu'il faut les accompagner, il faut leur donner la bonne direction pour s'intéresser à ça et non pas se dire c'est une connerie, on ne s'y intéresse pas, de toute façon ça va se développer dans votre dos et ça va se développer mal. Alors que vous pouvez accompagner peut-être, mais c'est qu'une remarque. Les clubs, je vais donner la parole à voilà. Léline. Et des femmes du sport, et on est. Et ça fait 10 minutes, je lève le bras, mais. Je vais revenir juste sur ce que vient de dire M. Savard. Oui, les clubs universitaires se sont pris de ce sport-là, de ces questions-là. Oui, nos jeunes sont concernés par le e-sport et sont déjà dedans. Et oui, les accueils de loisirs à orientation sportive sont déjà dedans. On fait déjà des stages avec ces enfants-là. On sait que ces enfants-là reviennent systématiquement à chaque vacances scolaire. Les parents sont contents parce qu'ils font du sport le matin, du sport l'après-midi. Ils font aussi des traitements de santé avec des petites améliorations de la vision périphérique, amélioration de la vision centrale, avec de l'endurance. Et donc, ce sont des vrais athlètes. Et ceux qui n'ont pas envie et qui ont envie de faire du loisir, ils ont le stage. Le matin, ils font du basket. L'après-midi, ils font un peu de sport. Le lendemain, ils reviennent, ils font de la natation. C'est aussi ce que vient de dire monsieur, que nos clubs universitaires doivent proposer à ceux qui veulent faire du loisir, à ceux qui veulent faire de la compétition, la bonne distance. Donc oui, c'est des vrais projets, oui, ça évolue, et oui, il y a déjà ça dans nos clubs universitaires. Et madame, pour que ça aille encore plus vite, faites-le savoir. N'hésitez pas à faire de rentre-dedans auprès des médias. Il faut le faire savoir, parce que moi, je ne le savais pas. C'est vrai que je suis à la retraite il y a 1 an et demi, et je ne le savais pas, ça. Vous voyez, et qu'il faut le faire savoir parce que, et je reviens, si ça ne passe pas dans les médias, bien sûr, vous allez y arriver à la base. Mais bon Dieu, le soft power, c'est que ça passe dans les médias. C'est bien ce que exposé Valérie, donc faites-le savoir. Après, j'ai juste un commentaire sur ce que vous dites en disant qu'il faut trouver un mec investisseur dans le sport féminin. Aujourd'hui, il y a quand même des femmes qui ont des entreprises qui peuvent investir et dans les entreprises masculines et dans les sports féminins aussi. D'accord? Ça, je suis un peu. Ce genre de commentaire me fait un peu mal quand même. Par contre, là où je suis un peu déçu, c'est-à-dire que ce que je dis beaucoup aux institutions quand même, quand on te dit, bah, toi tu es en National 1, comment tu fais pour aller en D2, etc. Je dis, donnez-moi ce que vous avez donné au sport masculin depuis 40 ans, et vous verrez
hein, que je serai champion de France l'année prochaine. Je n'aurai pas besoin d'investisseurs privés et je n'aurai pas besoin d'aller expliquer que j'ai une communauté, que les gens me suivent, etc. Donnez-moi la moitié de ce que vous avez donné au sport masculin, les institutions, même si maintenant c'est moins, donnez-moi la moitié. Vous verrez ce que le sport féminin fera. Et les médias viendront. Et les médias viendront. Merci Céline. Ouais, On voit qu'il y a beaucoup de travail à faire ensemble. S'il y a plus de questions sur l'intervention de Valérie, qui je pense que c'est un risque qui nous ouvre les yeux, qui effectivement va permettre d'engager la discussion sur des sujets qui sont à traiter dans les temps à venir. Je voudrais peut-être une question avant la présentation. Pardon? Une remarque? Bonjour, j'ai suivi l'intervention sur la NBA. Bon, comme on parle aussi du sport à l'international, aujourd'hui, la NBA a envahi le continent africain. L'information que je voulais aussi vous donner avec la Basket African League. J'en ai parlé. Ouais. Ah, vous en avez parlé? Ah, d'accord. Donc, les absents du temps. Mais rapidement, c'est bien d'en avoir parlé. Mais ce qui est intéressant pour moi qui accompagnait l'équipe de FAP, justement, à Kigali, à l'Arena de Kigali, l'équipe du Cameroun, ce qui est intéressant, c'est de voir cette mobilité qui se recrée. Je ne sais pas si vous en avez parlé, cette mobilité qui se recrée et ces gens qui reviennent sur le continent africain. Et c'est aussi, comme les différentes des nations sur le continent africain, on voit tous ces binationaux, des gens qui sont nés en France, qui n'ont pas eu accès à l'équipe de France, mais qui reviennent découvrir leur pays d'origine. Et ça, tout ça grâce au sport. Et il y a beaucoup de jeunes dans ce cas. Ça, c'est vous présenter parce que même si dans la salle, on ne te connaît pas, effectivement, on se connaît depuis longtemps, mais. Moi, je suis Jean-Éric Sendé. Aujourd'hui, je suis le président du réseau international pour l'éducation par le sport francophone. Donc, je participe sur 3 pays en Afrique. Et l'objectif de ce réseau, justement, c'est de mettre en valeur les 2 tiers de l'iceberg, qui est le sport qu'on ne voit pas. Le premier tiers est vu partout, la NBA, la Ligue des Champions, la CAN au Cameroun. Et les 2 tiers, c'est qu'on ne voit pas. C'est les valeurs, la solidarité, la fraternité, la paix, l'inclusion professionnelle et entrepreneuriale qu'on peut avoir par le sport. Travailler sur les ODD, égalité homme-femme, par exemple, 2005. J'ai vu très, très motivé là-dessus. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on fait avec cette association. Et politiquement, en guillemets, j'emploie le mot vraiment en guillemets, je suis le collaborateur de Bruno Bonnel, le député de Villeurbanne, qui m'a recruté justement pour travailler sur ces questions, faire le lien entre les questions de notre territoire et l'Assemblée nationale. Donc, on travaille sur la commission Impact 2024, et sur les rapports, une nouvelle relation avec les pays africains, par exemple, réunir, rassembler les villes africaines par le sport. Et pour finir rapidement, on est en train de on a discuté avec Adune et le président Norbert sur le projet qu'on peut mettre en relation avec le Burkina Faso. Et là, on a déjà travaillé avec le Porto Novo. Et en décembre, là, on est sur un projet qu'on va mettre en place avec Voilà, justement, pour mobiliser par le basket les jeunes filles, l'autonomisation des femmes, et pour les amener, pour inculquer les valeurs du sport, les savoir-faire, les savoir-être qu'ils ont au sport, on a des valeurs, on est capable de collaborer, on est capable de s'organiser, etc., et les transformer en savoir-être dans les entreprises partenaires pour celles qui recherchent de l'emploi. Et ceux qui ne veulent pas être salariés, on leur donne la possibilité de les incuber pour l'entrepreneuriat. Ça, on espère que ça nous permettra de voir moins de mes petits frères africains nous faire honte en se balançant dans la Méditerranée, parce qu'on aura créé un peu de la richesse en Afrique sans compter tout le temps sur les impôts, vos impôts qui partent en Afrique, on se dit ce que ça fait. Et la diaspora, justement, nous on est là aussi, la diaspora africaine, on est mobilisé sur notre continent. Merci. Merci.